Depuis quelques années, Njayab Jonas, que voici, ne ménage aucun effort pour venir en aide à tous ceux qui souffrent. Nous avons voulu en savoir plus sur ce jeune Camerounais qui étonne et surprend plus d'une personne. Je suis né à l'ouest, dans le département du Onkam. Il y a de cela 39 ans aujourd'hui, comme je suis né. Je suis né de couple, mon père fut couple Mentangayou et de Madame Monique Kinju, qui est ma maman. J'ai perdu mes parents, mon père très jeune, à l'âge de 7 ans. J'étais presque muet. Je ne parlais pas, j'ai commencé à parler juste après, n'est-ce pas, la mort de mon papa. Et ceci pour certains qui ont eu à expliquer, parce que j'avais des petites sœurs jumelles et qu'elles ne voulaient pas que je parle tôt pour commencer l'école. Elles voulaient bien, dans ce qu'on m'a expliqué, me rendre un peu handicapé. Donc ça fait que j'ai passé vraiment, j'ai commencé dans l'école à 7 ans. Bénéficiant, n'est-ce pas, de l'état handicapé de mon papa pour fréquenter. Et j'ai commencé par être pris en charge. J'avais des chics aux pieds, personne ne pouvait m'aider à enlever ces chics. Dans mon bazar, vous savez, c'est l'aîné qui doit enlever les chics au cadet. Et même mon père, avant qu'il ne meure, il était aveugle. C'est moi qui l'aidais à faire toutes ces courses. Et fort de cela, déjà quand j'ai même commencé l'école, 2 ans après, à 8 ans, j'ai commencé déjà par me débrouiller. C'est comme ça que je faisais un peu de tout, des petits trucs manuels et tout ça, les nattes, les tabourets en bambou pour essayer de survivre. Parce que ma scolarité, je peux vous jurer que c'est moi seul, le seul qui assurait. Il fallait, fallait manger de l'huile à la maison, c'est moi qui devais déjà à l'âge de 8 ans acheter de l'huile à ma mère. Donc j'ai essayé de faire ça pendant une certaine période, jusqu'à l'âge de 10 ans, où je me suis rendu, après m'avoir informé, dans un champ qu'on pouvait gagner un peu d'argent dans la région de Mongo. C'est ainsi que je me suis rendu à Njombe à cette époque. J'avais presque 6 ans, voire 10 ans, où je suivais mes aînés. Je suis donc allé là-bas, j'ai commencé par faire de petits travaux. Je travaillais donc dans le champ d'ananas, où on nous payait 180 francs la journée. Ça ne voudrait pas dire que tu venais passer la journée dans la plantation, on te payait 180 francs. Il y avait une tâche qui correspondait pour une journée. Et à mon jeune âge, je ne pouvais même pas remplir la tâche d'une journée. On arrachait les herbes sous l'ananas. Et de temps en temps, on cueillait l'ananas. De temps en temps, je me rappelle une époque, dans la même période, où on a coulé une dalle, la dalle même de ce monsieur de Feuillet Petit. On a fait 3 jours de nuit, c'est-à-dire on travaillait non-stop pendant 3 jours. Donc je me rappelle que ce n'est que la seule fois où j'avais pointé 3 jours, 3 journées, donc 180 francs fois 3 jours. Et voilà, n'est-ce pas, là où j'ai pris connaissance, où j'ai compris la difficulté qui est, n'est-ce pas, celle de l'homme. Quand j'ai obtenu mon CPE à l'âge de 14 ans, je voyais la misère de mes parents, de ma mère, la seule qui restait. Déjà, on l'avait même, elle était elle était dans une famille polygamie. Après le décès de son mari, on l'avait chassée de la maison. Et ça fait que moi et elle, on s'est débrouillés à faire des briques de terre pour construire une maison. On est allé demander du terrain, on a fait une petite case à la maman. Et n'est que quand j'étais très faible en restant à côté d'une maman où je ne pouvais rien lui apporter, un matin de 1977, un certain mois d'octobre, j'ai décidé après mon CFE de venir ici à Yaoundé, où j'avais un cousin maternel. Aussitôt que je suis arrivé, il m'a inscrit
une année à l'école de sources. J'ai donc commencé l'école à l'école de sources. J'ai fait 1 an. Tous les jours, j'étais renvoyé pour le cahier, pour le livre. Bon, ça faisait que je ne pouvais même pas fréquenter en plein temps. Malgré que j'avais été admis au collège Charles Latengala. J'ai refusé vraiment d'aller au collège. C'est déjà au niveau primaire où les chars n'atteignaient même pas 5 000 francs. J'étais tous les jours renvoyé au quartier. J'ai supplié mon cousin de m'aider à rentrer dans la vie active. Et c'est comme ça qu'il m'a pris un matin pour aller m'inscrire, pour aller mettre en contact avec un monsieur qui m'a donc appris la plomberie. Et aussitôt, quand j'ai donc appris la plomberie, en 2 ans, j'ai aussi perfectionné en carrelage. Et je me suis vu déjà en train de faire de petits travaux de plomberie. Et quand j'ai commencé la plomberie, afin d'éviter d'être entraîné par les amis, j'ai donc acheté une petite kiosque de cigarettes devant Melemba, où, n'est-ce pas, avec les petites rations que mon patron me donnait, j'ai donc constitué, quand ça atteint 10 000 francs, j'ai ouvert ma petite kiosque devant Melemba, où je vendais la cigarette. Le jour où je n'avais pas de travail à faire, je vendais la cigarette. Le jour où j'avais du travail à faire, je cessais à 14 h pour aller, n'est-ce pas, vendre la cigarette. Et j'habitais déjà seul, j'avais quitté mon cousin pour déjà aller vivre seul et louer une chambre pour habiter, à l'époque à 2 000 francs. C'est ça, n'est-ce pas, que j'ai commencé par développer cette vie difficile qui, un matin, je me suis vu, et j'avais pour principe, quand je faisais le travail, je me suis vu un matin avec un bienfaiteur qui est venu me chercher pour aller lui faire un travail de plomberie. Et c'est comme ça que après que je lui ai fait ce travail de plomberie, il ne m'a rien demandé. Je ne lui ai rien demandé comme main d'œuvre, il a été marqué. Et il m'a donc amené, il s'agit de M. Captouanes, il m'a donc amené, n'est-ce pas, à l'école polytechnique. Il y avait suffisamment à faire en plomberie. C'est à cette époque que j'avais donc commencé par gagner mon premier chantier. Et l'intendant de l'époque m'a aussi, en fait, il m'a admis à l'école. Et aussitôt, 3 mois après, on l'a affecté à l'école normale. Et immédiatement, je me suis rentré dans la vie active, à gagner des petits marchés. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis vu en train de grandir par l'aide de Dieu. Et c'est dans cet effet que j'ai, donc, comme pour répondre à votre question, je suis rentré dans le social parce que je ne pouvais rien devenir seul, sans la main de Dieu. Vous voyez comment lui me conduit du village sans un fonds de commerce. Je me retrouve sans un petit capital. J'avais une quincaillerie au carrefour d'une femme qui, de temps en temps, me donne le matériel, je travaille, je venais payer. Et j'ai donc essayé, par mon honnêteté, par le goût au travail, commencer, n'est-ce pas, par faire des petites économies qui m'a permis un matin d'ouvrir la quincaillerie au carrefour Etoubé. C'est de là que je suis parti de Carrefour Etoubé un matin pour Biémassi, rue des Acacias, après le centre-ville. Aujourd'hui, je me suis heureux aujourd'hui d'inaugurer le siège dans lequel vous vous trouvez. C'est le groupe DJ Ceramica Sanitario. Vous savez, c'est un nom, quoi, que beaucoup veulent bien imiter. C'est un nom propre à Ndiaye parce que je sais qu'il fallait trouver un nom. Et comme dans le carreau et sanitaire. Donc il fallait absolument que je trouve un nom pour me lancer dans une spécialité que j'aimais bien, le carreau et sanitaire. Et le nom, ça vient d'origine italienne. J'ai essayé de composer de ma manière. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que j'ai essayé de bâtir le DJ Ceramica Sanitario. Chaque fois que je gagne un peu, tout de suite, je pense à contribuer, à participer. Je pense, par le cas de Marie-Rose, certainement, je remercie sincèrement de tout cœur cette émission de solidarité qui nous a permis à comprendre que beaucoup souffrent dans notre pays. Il y en a qui souffrent sérieusement dans leur chair et ceci interpelle tout le monde, pas forcément ceux qui en ont de trop, que vraiment tous ceux qui gagnent quelque chose puissent penser aux autres. C'est un peu à ce titre que toujours, chaque fois, mon rêve a toujours été de vouloir, de penser un peu à mon prochain, essayer de participer, essayer, n'est-ce pas, de soustraire un peu de ce que j'ai pour appuyer ceux qui sont dans le besoin, la nécessité. Le 23 mars 1995, Ndiaye Jonas regarde avec intérêt le reportage que voici diffusé à la télévision nationale. Yemsoa, petit village de moins de 3000 habitants, situé à près de 70 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun.
C'est ici, dans ce petit village de la Léquier, province du Centre, que le crayon de Dieu a écrit une histoire terrible. L'histoire de Marie-Rose Bidjogo. Mal inspiré, en ce mois de novembre 1967, le crayon de Dieu a dessiné Marie-Rose à l'envers, oubliant de lui attribuer 4 membres comme à tous les bébés de son âge. Père inconnu est venu au monde à la suite d'une grossesse non désirée. L'innocente Marie-Rose paye aujourd'hui le prix d'un avortement mal négocié. Elle est née un samedi à midi pile. Les enfants sortaient de l'école. Sa maman était en travail à l'intérieur. On est seulement venu me présenter l'enfant. Quand je l'ai vue, ma première réaction était de fuir. Je ne voulais même pas la toucher. La sage-femme m'a demandé de ne pas avoir peur, que cet enfant vivra plus longtemps que moi. C'était terrible, terrible. Elle avait l'air d'un monstre. Les gens venaient de partout pour la voir. La vieille dame retrouve finalement ses esprits et accepte la lourde charge que le sort et le destin viennent de lui imposer. Commence alors pour Marie-Rose le long et dur apprentissage de la vie. Sa maman l'a allaitée pendant 6 mois et elle est rentrée à l'école à Yaoundé. Je l'ai gardée auprès de moi pour essayer de l'encadrer. Un jour, je l'ai amenée au champ. J'ai creusé un trou et l'ai placée à l'intérieur. C'est ce jour-là qu'elle a commencé à se mouvoir et à se servir de son unique pied. Il paraît que ma mère avait bu les comprimés pour avorter. C'est ce que tout le monde raconte. Quant à moi, je ne sais rien. C'est Dieu seul qui sait. Elle vient souvent te voir. Elle n'est pas régulière ici. Tu es fâché après elle? Oui, parce qu'elle n'a pas le droit de me traiter comme ça. Si tu la vois maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je vais encore lui dire? Elle a fait ce qu'elle voulait et aujourd'hui, elle me prouve par son comportement que ce qu'on me raconte est vrai. Elle n'a jamais voulu de moi. C'est ici, à Loa, petit village situé à moins de 10 km de Yemsoa, son village natal, que la mère de Marie-Rose, que voici, Madame Bineline Bidjoko Anne, est venue enterrer une partie de son passé. C'est ici surtout, loin de cet enfant encombrant qu'elle n'a jamais désiré et qu'elle a abandonné à l'âge de 6 mois, qu'elle mène une vie paisible avec ses 9 autres enfants. Triste destin pour Marie-Rose qui, loin de son père qu'elle n'a jamais connu et de sa mère qui l'a abandonnée, va se battre pour prendre une revanche sur ses géniteurs. Et aujourd'hui, malgré son énorme handicap, elle réalise des choses insoupçonnables. Elle est à 28 ans, mère de 2 petites filles, Louise, 5 ans, et Gertrude, 2 ans. Si réellement elle avait soit sa chambre avec ses enfants, elle serait au moins à l'aise. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. On a vendu des vivres frais et quelques kilos de cacao. On peut se permettre le luxe de manger la viande à la sauce tomate. Et c'est Marie-Rose qui est chargée de faire la popote.
Après ce reportage qui a ému le Cameroun tout entier, Ndiayab Jonas, homme de cœur et de devoir, décide de voler au secours de Marie-Rose, la femme au pied fait tout. Il lui offre une chambre à coucher, un lit à 2 places pour ses enfants et une importante somme d'argent. En plus, il contribue avec d'autres bienfaiteurs à la réalisation de certains projets de Marie-Rose. Mais au village, la femme au pied fait tout commence à faire des jaloux autour d'elle et du coup, la vie devient invivable. C'est cette maison, fruit de la solidarité humaine, qui a déclenché les épines de l'incompréhension. Mais Marie-Rose joue avec les épines pour sauver le fruit. Ce faisant, elle a gardé la bonne humeur. Cette maison, commencée depuis 3 ans, est le fruit d'un montage de générosité aussi spontané qu'anonyme. Après la diffusion en 1995 d'une émission sur Marie-Rose à la télévision nationale du Cameroun. De l'argent liquide par-ci, des dizaines de tôles par-là, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, il manque les portes, les fenêtres, les finitions. Marie-Rose ne désespère pas. Une association de bienfaisance en Belgique a vu le reportage diffusé d'elle sur la chaîne de télévision TV5 et se promet de venir la voir au Cameroun. D'autres autorités locales pourraient également se manifester. En attendant, Marie-Rose a fait un petit pas dans la vie. Désormais, elle a sa chambre à coucher. L'autre maison familiale était devenue trop étroite. Elle avait de toute façon pris de l'âge et gagné des trous. Marie-Rose est sortie de là sans demander son reste et a traversé la cour. Parce que ce qui a aussi changé dans la vie de Marie-Rose, c'est les enfants. Le bonheur d'une mère est indicible et celui de Marie-Rose est de ce qui se raconte sur le ton de la passion. Victime à vie d'une mère qui lui donna la vie et lui refusa l'amour, cette dame, handicapée par la nature et la froideur d'une mère, est à son tour la mère la plus aimante qui fut et ses enfants le lui rendent bien. Ils ont un comportement honorable et des résultats scolaires qui ne déçoivent point. Pour la petite Nga, je la vois très brillante. Comme nous avons assez de problèmes ici, pour la maternelle des campagnes. Mais pour elle, ça va. Elle travaille assez. Récitation, mon école. Mon école est bien jolie, avec ses murs blancs et gris. On y trouve beaucoup d'enfants. Les 4 ans et les 5 ans, les filles et les garçons. On y apprend à lire, à écrire, à dessiner et même à chanter. Je dirais bien que c'est une élève moyenne, dans la mesure où si nous essayons de feuilleter le registre de notes, nous verrons bien qu'elle nage sensiblement entre 11 et 12 de moyenne. Donc c'est satisfaisant? Pour un maître, je ne pourrais pas dire que c'est satisfaisant, d'autant plus que je voudrais l'avoir avec 18 de moyenne. Et je suis en train de ménager des efforts pour que peut-être à la fin de l'année, nous puissions atteindre ces 18 de moyenne. Les enfants de Marie-Rose sont les meilleurs fruits de cet arbre de curiosité, né de la rigueur du cœur des hommes, mais aussi nourri de la générosité d'autres cœurs d'hommes. Autant ceux qui l'entourent que ceux qui, de temps en temps, viennent pour la solidarité. Ce sont ces fruits qu'il faut préserver par la solidarité de la chaîne humaine. Et si cette histoire de Marie-Rose est de celle dont on fait les romans, on intitulera alors La rose, les fruits et les épines. Le 25 juillet 1996, dans un reportage diffusé à la télévision nationale, Ndiayab Jonas décide de venir en aide à un groupe de jeunes Camerounais. Nous sommes à la carrière d'Emana, une proche banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Comme vous le constatez, c'est un endroit austère et particulièrement accidenté.
un endroit que Justin Kamaha, ancien employé de la Société des transports urbains du Cameroun, fréquente régulièrement. Je travaille dans cette carrière depuis sensiblement 4 ans. Et comment ça se passe ici pour travailler ici? Est-ce qu'il faut remplir certaines conditions? Remplir certaines conditions, non. Peut-être si jamais, je ne sais pas moi, de compétences physiques. Et puis pour venir d'abord, quand tu viens, quand tu es dans la carrière, parce que la carrière appartient à quelqu'un. Donc il faut préalable le contacter. Et puis vous vous entendez sur quoi enfin, sur les droits, c'est ce que nous appelons vulgairement droit, parce que quand tu places un camion, il faut payer quelque chose au vieux. Combien? 2000 par camion. Pour le molon, 2000, pour le gravier, 5000, et puis le tout dépend. Oui. Mais est-ce que vous gagnez bien votre vie ici? Nous ne pouvons pas dire oui, nous ne pouvons pas dire non, sauf que nous bricolons. Ouais. Vous pouvez gagner combien par mois? Le bénéfice, vous pouvez faire un bénéfice de combien par mois? Le bénéfice, je ne sais comment nous pouvons comparer le bénéfice par rapport à nos efforts physiques que nous pouvons. Mais toutefois, par mois, si tu es un bon bosseur, tu peux avoir plus de 100 000. Ouais. Et les risques, il n'y a pas de risques? Les risques sont les risques de blessures. Oui, et des blessures un peu très graves. Et comment vous faites en cas de blessure? Nous avions un dispensaire juste à la sortie de la carrière. Oui, bon, il y a un docteur là qui nous aide constamment. Quand tu as une blessure, il nous soigne à crédit. Quand tu as les sous, nous allons régler la situation. Ouais. Et vous êtes à combien ici à peu près? Je constate qu'il y a beaucoup d'enfants. Oui, il y a beaucoup d'enfants, bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants. Et les cas, comment dit, nous ne sommes pas plus de 15. Cette petite maman, ils sont les enfants du village. Ouais. Comme c'est la période de congé, ils viennent se débrouiller, soit casser le gravier pour qu'on leur paye 100 francs le seau, soit entasser la caillasse, et puis pour gagner leurs 5 francs. Quoi. Compressés, déflatés et autres chômeurs se sont donc donné rendez-vous ici, faute de n'avoir pas trouvé mieux ailleurs. Tu es Pierre et grâce à toi, je gagnerai ma vie, semble être leur devise. Comme nous mettons le feu comme vous venez de voir là, le feu prend bien, comme ça tout le pneu va se brûler. Dès que tout le pneu se brûle, ça casse pas. Vous pouvez voir des fendaisons par ici. Comment ça a déjà commencé par travailler. Donc c'est comme ça que ça va fendir tout la pied. Maintenant, sous l'effet du feu, elle s'est fendue. Comme ça, là elle est facile à casser. Donc il suffit de taper et puis... Mais pourquoi vous n'utilisez pas la dynamite? La dynamite, c'est problème de moyens. Comment ça on peut se procurer de la dynamite? Le pneu c'est rien, nous les ramassons à la poubelle et puis ça nous coûte presque rien. La dynamite coûte combien? On n'a aucune idée du prix. On n'a jamais eu à traiter des affaires de la dynamite. Et puis la procuration de la dynamite n'est pas aussi facile que ça. Ah, donc avec les pneus, c'est plus facile? Oui, avec les pneus, c'est plus facile. Plus facile, malgré tous les risques que cela comporte. Une là-bas, une chose. Attends un peu. Rester à la maison avec beaucoup d'enfants, mes 9 enfants, je risquerais de voler. Je risquerais de faire autre chose qui n'est pas bon dans la vie. J'ai sollicité, enlever tout d'abord le sable rouge que vous voyez là, dans la rivière.
après le sable, le gravier est venu aussi en 92 lors de ma compression. Actuellement, les enfants sont avec moi tout le temps. Quand ils ne fréquentent pas le matin, ils sont avec moi. Le soir, quand ils fréquentent, ils ne sont pas ici. Alors, on se débrouille comme ça pour nourrir toute cette famille. Ma femme et moi, on se défend. Elle est aussi à la maison, préparant ce que nous, on va manger le soir. Et nous, on est ici, on se défend pour envoyer les enfants en classe. Mais il y a d'autres enfants qui sont avec vous ici? Oui, pendant les vacances, les voilà tous, ils sont nombreux. Pendant les vacances, ils sont là. Je les paye 250 francs, une bouette de gravier cassé. Même mes enfants, quand ils viennent ici, je ne les laisse pas. Et je fasse les mêmes choses que les enfants d'ailleurs. Donc je les paye normalement les 250 francs, autant de ces bouettes qu'ils ont cassées. Quand le camion arrive, il tire les enfants entre les cailloux. Il met dans les bouettes, il pousse, il verse par terre, se met à casser. À la fin, le 15-25 alors, à la fin on les donne 250. Et le 5-15, c'est 300 francs la bouette. Et vous pouvez faire combien de bouettes par jour? Sur le 5-15 ou le 15-25. Les deux? Le 5-15 c'est très difficile à casser. Il y a les autres qui font, sur le 15-25, il y a les autres qui font 5-6 jusqu'à 7. Et le 5-15, les deux, les une brouette. Et vous gagnez combien par jour à peu près? Parfois c'est 1000 francs, 1200. Est-ce que la plupart des gars qui travaillent ici vont encore à l'école? Oui, la plupart vont à l'école. Il y a d'autres qui partent à l'école, d'autres qui ne vont pas. Ça, on fabrique ça pour empêcher que la pièce se disperse lorsqu'on veut casser. Et nous on trouve les vieilles roues et de la fronde pour éviter aussi de cogner la main avec le marteau lorsqu'on veut casser. Parce que quand tu as la fourche, tu mets la pierre ici, comme voici, tu casses sans toutefois arrêter avec la main. Et oui, ça c'est son rôle. Nos marteaux, les manches sont en bois. Et il y a un bois spécial, le goyavier. Parce que bon, le goyavier, c'est un arbre résistant. Et c'est pour cela que nous, on utilise ça comme manche pour notre marteau. Moi, particulièrement, je fréquente au petit charlatan. Je fais 4e année électronique. Donc, pendant les vacances comme ça, je viens me démerder ici pour pouvoir avoir un peu de l'argent. Comme je peux m'habiller pour manger et tout et tout. Il peut venir peut-être du matin peut-être de 7h jusqu'à 15h et je rentre à la maison me laver. Donc, par mois, si on multiplie peut-être les 300 francs fois, disons, 30 chaque jour si je casse. Ouais, ça dépend aussi de la performance du jour. Donc, il y a parfois, tu viens casser comme ça et quand tu rentres à la maison, tu es un peu fatigué et il faut peut-être un peu oindre avec le ciment d'ici pour pouvoir un peu avoir. Parfois, tu rentres, tu es malade, tu as le paludisme. Donc, si par jour, je peux casser peut-être 2 bouettes et avoir 500 francs, ce qui fait que peut-être les 200 francs que je mange et les 300 francs que je reste, que je multiplie ça par 30. Ça me fait 9000, disons, par mois. Moi particulièrement, je suis élève au lycée technique de Col-du-Son. Bon, pendant les vacances comme ça, nous on vient ici. Quand je viens là, essayer les clients. Je viens surtout le jour que je n'ai pas de travail parce que je me démerde un peu en électronique au quartier. À Caillouville, le centre des pauvres, c'est la caillasse provenant des carrières qui est transformée en gravier. Une activité aujourd'hui répandue dans les grandes villes du Cameroun. Ici, la main-d'œuvre est en majorité infantile. On y trouve parfois des enfants très jeunes. Tu as quel âge? 5 ans. Et qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes ici? Je fais des choses avec. Quelle chose? Dans le cul. Tu peux faire combien de brouettes? Une boîte. Je défaque autant de brouettes que les enfants ont fait avec mon argent d'achat de caillasse avant de trouver le petit dû que je peux trouver, ou bien même 5 000, même 8 000. Ça me fait ma joie avec ma famille. Et la ration, vous la donnez à combien? Comme ce matin, tout le temps, je donne 1000 francs à ma femme. 1000 francs.
Et surtout les jours où on a bougé ici en route, les jours qu'on bouge bien, je donne 1000 francs. Les jours qu'on ne bouge pas, je ne peux pas voler pour la donner l'argent, la ration. Il y a des fois on passe chez moi, même un jour on ne mange pas. Qu'est-ce que je peux manger? J'ai soif, que ferais-je pour boire? J'ai faim, qu'est-ce que je peux manger? J'ai soif, que ferais-je pour boire? C'est un jour de fête et le genou ne peut manquer. Je suis parti le dernier et rentré le premier. Je n'ai vu personne, toutes les portes sont fermées. Et j'ai faim, qu'est-ce que je peux manger? J'ai soif. Chez les Kamaha, les jours se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire boulot, dodo et surtout boulot. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Il est vrai qu'il y a des professionnels de la cécité et de la surdité, mais le travail de ces hommes et surtout de ces enfants adultes ne passe pas inaperçu. Je passais régulièrement ici, dans le coin. J'ai été attiré, voire même impressionné par le bruit de marteau. J'ai vu donc rencontrer ce groupe qui, à longueur de journée, tapait sur la pierre. Tapait, et je me suis, pour satisfaire ma curiosité, je suis allé vers eux et je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait des compressés, des licenciés, des élèves qui, ensemble, avaient décidé de gagner leur vie durement, mais honnêtement. J'ai donc décidé de leur apporter ma modeste contribution dans ce travail qui comporte des risques de maladies, de blessures. Et cet élan de générosité d'aujourd'hui, pour les encourager dans cette peine, dans cette lourde peine, j'ai donc décidé de les offrir des brouettes pour leur permettre la manutention des pierres, des gants pour protéger les mains contre les ampoules, des caches-narines pour protéger le poumon contre certaines infections, et ensuite des casques pour des blessures. Et à cela, je les invite à beaucoup de courage, beaucoup plus de courage, parce que ça, c'est la naissance réelle de la vie d'un homme. Mais seulement, je voudrais qu'ils essayent de se fixer un objectif, c'est-à-dire de pouvoir sortir un jour de cette souffrance et de mettre leur souffrance en valeur. Parce qu'il est impossible pour un homme de passer sa vie rien qu'à souffrir. Il y a quand même un moment qu'on peut se décider de sortir de cette souffrance. Car la Bible le dit, le seul capital de l'homme, ce sont bien ses deux bras et ses deux pieds. J'invite donc les constructeurs de la capitale de pouvoir les assister en achetant ces graviers issus de leur sueur. Je crois au moins que c'est ça aussi les gestes qui peuvent les encourager. Et ensuite, j'invite le pouvoir public de pouvoir les protéger dans cette peine, afin qu'aujourd'hui ou demain, ces aînés et ces jeunes puissent retrouver leur bonheur. Je viens remercier au nom de tous mes camarades l'équipement que vous voyez que le groupe DG nous a offert là. Vraiment, vous voyez, nous souhaitons que Dieu lui donne une longue vie et qu'il parte de l'avant.
Le 29 janvier 1998, à l'occasion de la journée mondiale des lépreux, Ndiab Jonas se manifeste une fois de plus à la télévision nationale. Il rend visite à une léproserie de Bolova située à près de 200 km de Yaoundé, la capitale. Dans cette léproserie d'Angalan à Ebolova, la réinsertion socio-économique des lépreux et des anciens malades de la lèpre est effective. 50 hectares achetés vers 1913 par l'officier allemand Stabhatch à la tribu Yevol, la léproserie occupe 5 hectares. Ici, à Angalan, les lépreux ont trouvé leur paradis terrestre. Pour animer ce petit village de lépreux de 60 à 80 personnes, 2 femmes exceptionnelles. Sœur Maria José Caragosa Santana, une religieuse brésilienne de la congrégation Mastre Pie Venerini. Depuis 10 ans, elle s'occupe de nos parents lépreux. Ici, à Angalan, les remèdes et les soins sont gratuits. Elle, c'est Banda Sophie, chef de village, 20 ans au service des malades lépreux, toute une histoire. Je suis venue étant malade. J'ai fait quelques années et j'étais guérie. Et la sœur qui était ici, la sœur Marie-Odile Sauvaget, m'a demandé de rester aider mes frères, mes sœurs, mes pères et mes mères. À partir de 1980, je me suis intégrée au dispensaire. Là, j'ai fait les soins médicaux. La sœur Odile est partie. Et puis elle a été remplacée par une Brésilienne, la sœur Marie-Josée Caragosa. Donc elle fait déjà 10 ans ici. Il y a des appartements. Il y a les chambres à coucher par devant et il y a les cuisines par derrière. On a construit le village par des petits appartements qui a à peu près 4 ou 5 ou 6 chambres ensemble. À part ça, il y a une infirmerie. Et il y a une infirmerie, il y a une petite pharmacie, il y a les pompes pour prendre une eau potable parce que les malades n'ont plus de moyens d'aller chercher l'eau dans le puits. Et grâce à il y a une église et puis une petite salle de réunion. On a des difficultés parce qu'actuellement, on n'a plus le nécessaire qu'il nous faut au dispensaire. Parce qu'il faut acheter les antibiotiques pour les malades parce qu'on ne reçoit plus ces dons. Avant, on recevait ces dons par les bienfaiteurs. Mais comme il y a la crise un peu partout, les choses comme les compresses, ça nous manque. Et puis pour la nutrition, le produit PAM ne vient plus pour les malades. Et on a un peu dérangé à cause de ça. Au sein de la léproserie de Ngalan, on a d'abord, toutes les semaines, le jour de jeudi, on va faire l'invertissement humain. Et on se groupe pour faire le travail, pour éviter que les malades partent tous les jours demander au marché. On a groupé les autres à travailler dans une porcherie, d'autres dans un poulailler. On fait des étangs de pisciculture. On cherchait de grouper les gens pour faire la coopérative, pour travailler avec les mains, pour que les malades de Ngalan se sentent aussi comme tous les autres gens dans la société. Il y a combien de malades ici? Combien d'habitants? Il y a 70 habitants, malades et enfants, leurs enfants confondus. Les malades, il y a une cinquantaine. Il y a aussi d'autres malades externes qui viennent de temps à autre pour se soigner
les ulcères, puis en période de même autres maladies. La sœur nous a encadrés, nous a donné ce travail pour ne pas aller se balader en ville. Et si on est un peu bien, on travaille. S'il y a le port, le petit port, on vend. L'argent qui sort là-bas, on met ça à la caisse. C'est en cas de pépin, ils nous achètent la nourriture ou bien le remède. Et après, ils nous soulagent avec l'argent. Ils nous donnent l'argent, un peu l'argent en main. Et des fois même, ils nous donnent les porceries, là, les petits porceries. Là. 2, une femelle et une mâle, pour que chacun doit mettre ça à côté pour sa production. Et on vit un peu bien avec notre sœur. Ils nous gardent très normal. Ils nous gardent très bien. Dans la ferme, nous sommes ici à 2. Ça fait que nous servons le matin, à midi et le soir. Quant à la production, la ferme a été construite juste pour promouvoir la bonne fructivité du village. Je voudrais par là dire que la ferme organise des choses pareilles pour que les produits qui viendront dedans feront vivre tout le village. Ça fait que, vous voyez, il y avait beaucoup de poulets, comme les fêtes viennent de se passer. C'est tout ce qui reste actuellement. Ça fait que, au fur et à mesure qu'on a un peu de bénéfices, on augmente les effectifs. Vous voyez, le bâtiment est en 3. Normalement, nous devons avoir en moyenne 1500 têtes. Et pour couvrir donc tout ça, il faut des moyens. Ça fait que le peu de bénéfices qu'on a ici, on rééchelonne jusqu'à ce qu'on atteindra un bon niveau. Pour le moment, c'est comme ça qu'on est en train de travailler. Ça fait depuis 4 ans qu'on a débuté les travaux ici. On a débuté les travaux, c'était en janvier 1995. Bon, ça fait, disons, 4 ans aujourd'hui à peine. Ici, nous comptons 3 hectares qui nous donnent 650 pieds. Ensuite, pour le premier plan qu'on a fait, ça commence déjà à produire et si Dieu voulant, dans les mois prochains, peut-être on pourra commencer à construire là où on va placer, je peux dire quoi, l'usine à extraire l'huile de palme. Ah bon, c'est tout à fait normal pour nous, lépreux, fils lépreux, parce que c'est à base de ça que nous vivons. C'est quelque chose qu'elle a fait pour nous aider. Au lieu d'aller commander en route, rester là au milieu des gens, je veux c'est sûr, c'est là on se débrouille ici. Nous-mêmes, on ne reste pas les bras croisés pour dire qu'on attend, on va demander de gauche à droite. Bon, cela fait donc, par exemple, quand au moment venu, elle donne des portions. Ouais, vous voyez, par exemple, une ligne entière comme ça. Elle peut te donner ça, elle te dit, travaille la ligne ici. Ça te permet, elle te paie le savon, ou bien un peu du poisson, ou bien quoi. Tu te débrouilles à vivre avec ça. On a travaillé ensemble avec tous les malades et avec l'apport de la sœur Marie-Josée, responsable de la léproserie. Et puis on a mis après le barrage à peu près 300 poissons à la veille de Noël.
Et on a retiré 2 fûts de poissons. On a quand même eu à voir des poissons qui pesaient 5 kilos. Et on a été très contents de voir le fruit de notre travail. Qu'est-ce que vous cultivez? Les arachides, le manioc, le macabo. Quoi encore? Et les patates. Comme nous venons de voir dans le reportage, la réinsertion socio-économique des lépreux et des malades de la lèpre est effective ici à Galen. J'ai fait le tour de la ville de Bolova, je n'ai trouvé aucun mendiant lépreux et c'est ce que nous voulons pour un Cameroun d'aujourd'hui. Et comme le veut le chef de l'État, nous voulons un Cameroun où tout le monde se bat, où chacun se débrouille à son niveau. Et c'est pour encourager donc les malades et les lépreux de Galen à se battre sans rien attendre de personne, que j'ai décidé de leur offrir ce téléviseur, ce Mantessoft et cette somme de 50 000 francs pour les cabrages. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire, mais je vous dis un grand merci en mon nom et au nom de tous les malades d'ici de la léprosité d'Ngalan. On n'a jamais pensé dans notre vie d'avoir un cadeau pareil à celui-ci que vous venez de nous donner. Parce que les possibilités, ça ne nous donnait pas. Notre possibilité, ça ne nous permettait pas. Alors à vous et à tous ceux qui ont collaboré pour qu'on ait ce grand cadeau ici, on dit notre grand merci et que le Seigneur vous récompense de tout ce que vous faites. Le 13 septembre 2002, Ndiaye Jonas décide de passer à la vitesse supérieure. Le groupe DJ Ceramica Sanitario, dont il est le directeur général, signe un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation nationale, représenté par son chef de département, Joseph Owona. Au moment où j'ai suivi, n'est-ce pas, à la radio, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, revenir un peu sur le cœur de l'effort, je me suis senti tout de suite interpellé. En tant que, n'est-ce pas, chef d'entreprise qui, n'est-ce pas, emploie des enfants. Quand on parle de l'effort, je me vois tout de suite un personnel méritant, un personnel qui, après son diplôme, peut être utile. Et moi, j'ai trouvé tout de suite qu'il fallait qu'ensemble nous mettions la main dans la pâte pour que désormais nous essayons de sortir des enfants dignes, des enfants capables de nous être utiles, tant au niveau de l'administration centrale qu'au niveau de nos différentes entreprises. Parce qu'un enfant qui est rentable à 40% rabaisse une entreprise à 40%. Donc voilà, n'est-ce pas, la raison qui m'a amené à instituer le prix de l'excellence, le plus jeune bachelier. Moi, j'ai opté pour le plus jeune. Pourquoi? Parce qu'un plus jeune est un peu plus
naïf et un peu comme de l'argile qu'on peut bien mouler. Il est encore naïf sur tout le plan. Un enfant jeune, on peut lui donner, n'est-ce pas, un avenir orienté, n'est-ce pas, à l'attente de notre pays. Nous traversons une période de crise difficile. On a besoin d'avoir des enfants formés. On a besoin d'avoir, n'est-ce pas, des enfants capables de relever les défis. En proposant à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le professeur José Ona, d'accepter de bien vouloir organiser cette cérémonie d'excellence, nous avons souhaité prolonger avec notre modeste niveau la politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a toujours fait de la jeunesse camerounaise l'avenir de notre cher et beau pays. Ce faisant, nous espérons contribuer à redonner le blason de ce diplôme de rêve, le baccalauréat, qui donne accès à l'université ou à la vie active, même que certaines pratiques ont failli galvauder. Excellent Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs, à la vue de la liste des lauréats retenus pour cette première édition de la cérémonie de remise des prix d'excellence aux plus jeunes bacheliers du Cameroun, nous pouvons déjà nous féliciter de la parité filles et garçons qui se dégage à tous les niveaux. Les résultats de la session d'examen 2002 représentent ainsi à nos yeux le premier frémissement d'un voyage qui reste long et éprouvant sur le chemin du redressement général de notre système éducatif. Plus que jamais, ce long voyage demandera les efforts soutenus de tous les partenaires, tels que le démontre avec brio le groupe DG Ceramica Sanitario. J'appelle d'ailleurs tous les autres partenaires sociaux à se manifester. Monsieur le directeur général, votre générosité vous honore, votre patriotisme fera date. La communauté éducative nationale salue en vous l'homme d'affaires prospère, doublé d'un citoyen responsable et soucieux de l'intérêt général. Je puis affirmer que ce prix sera restructuré au cours des années à venir et enrichi par les efforts conjoints de l'État et de la communauté éducative. Mesdames et Messieurs, le protocole d'accord qui unit désormais le Mineduc et le groupe DG Ceramica Sanitario matérialise une option ferme des pouvoirs publics pour une école propriété de la communauté. C'est ce que disait déjà en son temps la loi d'orientation de l'éducation nationale promulguée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en août 1998, à travers la notion essentielle à nos yeux de communauté éducative. Autrefois, le parent était seul responsable de son enfant. Puis sont venues les associations de parents, d'élèves. Hier, le JICAM, aujourd'hui, c'est le groupe DG Ceramica Sanitario. Un seul mot donc, continuons ensemble. Vive l'excellence scolaire, vive la communauté éducative nationale, vive le Cameroun, vive le président Paul Biya, je vous remercie.